La simplicité, c'est un thème politique aussi vieux que la politique. Et en ce qui concerne la Ve République seulement, tous les présidents et futurs présidents nous l'ont promise. Pompidou, avec sa fameuse phrase « arrêtez d'emmerder les Français », mais aussi Giscard, qui parlait de la marée blanche de la paperasse, François Mitterrand, qui parlait du grignotage de la paperasserie, et puis on peut aller jusqu'à Sarkozy, qui expliquait qu'aujourd'hui, pour inscrire son vieux père ou sa vieille mère en maison de retraite, il fallait être sorti de la bosse de Polytechnique, et jusqu'à François Hollande, qui a initié le choc de simplification avec une commission qui avait pour charge de simplifier la norme, et enfin le président actuel qui a déjà fait voter une loi de simplification, une deuxième loi qui était une loi censée être une loi de décomplexification, c'était très mal parti déjà dans le vocabulaire, qui va être votée très bientôt. Donc c'est un très vieux thème, et c'est un thème que tous les présidents ont repris à leur compte, et qui n'a jamais rien donné, puisque le Conseil d'État mesure bien l'inflation normative qui est continue depuis les 70 ans dont on parle. Donc la simplification, on en parle tout le temps, on le fait très peu, et je me suis demandé au fond quels seraient les hommes politiques qui ont véritablement œuvré et desquels nous avons des leçons à tirer pour la simplification. Et j'en vois trois comme ça. Portalis, 1804, Pompidou, à la fin des années 60, et puis Hervé Novelli, en 2007-2008. Alors, Portalis, c'est bien sûr le juriste à qui Napoléon avait, qui était premier consul à l'époque, confié la lourde tâche de réécrire le Code civil. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on trouve beaucoup dans les cahiers de doléances de la Révolution française, c'est des complaintes vis-à-vis de la complexité, en l'occurrence juridictionnelle, parce qu'il y avait toutes sortes de lois différentes en fait, qui s'appliquaient à différents endroits du royaume. Et donc Portalis dit on va réformer à droit constant. Donc on ne va pas réinventer la roue, simplement on va prendre toutes les pratiques, toutes les traditions juridiques qui existent en France et puis on va essayer de les synthétiser. Et ça a donné le Code civil. Et dans le fameux discours préliminaire au Code civil que tous les étudiants en droit connaissent, Portalis, il écrit en toutes lettres le mot simplification. Mon objectif, c'est de simplifier. Mais il dit, mais attention, ça demande de faire un certain nombre de compromis. D'abord, ça demande une forme de modestie. C'est-à-dire que quand on simplifie, on va essayer d'adapter les lois aux hommes et non pas les hommes aux lois. Et donc, les lois vont devoir être assez générales et assez souples pour pouvoir s'adapter ensuite localement à toutes les circonstances particulières. Deuxièmement, un principe de rareté. Portalis dit il y a peut-être 1, 2 ou 3 lois qui sont valables en un siècle. Et donc, comme Portalis le dit dans une formule très connue, les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Donc, il faut toucher à la législation de manière extrêmement parcimonieuse. C'est-à-dire tout l'inverse de l'esprit actuel où dès qu'il y a un fait divers, on fait loi. Et le troisième principe, qui est finalement le plus compliqué, c'est un principe de prise de risque. En disant il faut absolument éviter la dangereuse ambition de tout régler et de tout prévoir. Donc en fait, quand on simplifie, on sait qu'on va laisser une part d'incertitude et de risque dans la société. Et on ne peut pas avoir les deux. Il faut être très honnête avec les gens et leur dire vous allez avoir des lois simples qui vont vous rendre de la capacité d'initiative, mais en retour, vous devez assumer une part d'aléa, une part d'incertitude qui accompagne toute existence digne d'être vécue. Et c'est pourquoi le principe de la loi est de fixer, par grande vue, dit Portalis, les maximes générales du droit et pas de rentrer dans les détails. Donc voilà, Portalis il pose les principes théoriques de la simplification. Après, ce que j'aime bien dans Georges Pompidou, c'est évidemment sa célèbre citation, alors dont je n'ai jamais retrouvé une source exacte, c'est-à-dire sa citation traîne partout, mais il se peut qu'elle soit apocryphe, en tout cas, il aurait dit à Jacques Chirac, qui lui était un jeune conseiller, qui lui proposait de nouveaux décrets à signer, arrêtez d'emmerder les Français, laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux. C'est une formule assez puissante qui aussi fait confiance à l'ordre spontané. Laissez-les vivre et vous verrez, ils vont s'arranger, ils vont trouver des solutions que vous n'êtes pas capable de décider d'en haut. Pompidou a réitéré cette analyse en des termes plus soutenus devant le Conseil d'État, où il a fait une allocution que je vais citer. De perfectionnement en perfectionnement, notre droit public, dont la vertu première, la vertu de Portalis, était la simplicité et la souplesse, s'est progressivement compliqué au point de dérouter parfois les plus perspicaces. Dans le réseau complexe des règles et des principes, l'administrateur risque de se trouver peu à peu paralysé, c'est-à-dire qu'on paralyse l'administration elle-même, qui ne peut plus faire son boulot. Quant aux citoyens, donc de l'autre côté de la barrière, que le droit doit protéger et aider,
C'est avec quelques raisons bien souvent qu'il affirme ne plus pouvoir le comprendre ni l'appliquer, au bout même donc de principes bien connus que nul n'est censé ignorer la loi. Ce que j'apprécie chez Pompidou, parce que Pompidou a tenu tous ses propos sur la simplification. Au fond, qu'est-ce qu'il a fait pour simplifier? Peut-être pas grand-chose, mais il a une manière d'exercer le pouvoir qui est intéressante parce qu'elle est tout en retenue. Il a beaucoup médité la pratique du pouvoir de De Gaulle, dont il a été l'adjoint puis le Premier ministre pendant au moins 15 ans. Et il en a conclu que le président ne devait pas s'amuser à trancher toutes les petites affaires, les affaires secondaires, il devait rester au niveau des grands principes. Pas s'occuper, comme le président actuel, de nommer le directeur de l'Opéra de Paris ou que sais-je. Et puis, même sur les petites choses, sur par exemple le code de la route, il dit en fait, à force de complexifier le code de la route, vous rendez la circulation automobile encore plus dangereuse, parce que les gens passent leur temps à essayer d'être dans les clous et au fond n'ont même plus le réflexe de regarder devant eux. Donc il applique ça à la fois aux grands principes, aux petites choses, et il essaye de gouverner avec une forme de délicatesse par rapport aux gens. Il a cette formule très puissante, un peu triste même, quand il dit gouverner c'est contraindre. Et c'est pas quelque chose qu'il aime faire, contraindre. Et donc il le fait avec une certaine retenue. Il sait très bien que gouverner c'est, pour reprendre ses propres termes, emmerder les gens. Et donc il essaye de le faire le moins possible. Et il y a quelque chose qu'il dit sur lui-même qui est tout à fait cohérent avec cette manière de faire, quand il explique que son but pour la postérité, c'est qu'on ne retienne rien de lui. Et Montaigne disait la même chose d'ailleurs de son mandat de maire de Bordeaux. Il disait « si on m'oublie, c'est que j'aurais fait du bon travail ». Et donc Hervé Novelli, c'est une figure un peu inattendue après Portalis et Pompidou. Il était secrétaire d'État au PME, je crois, au début en tout cas du quinquennat Sarkozy. C'est une figure assez modeste dans la vie politique française, mais il se trouve que je travaillais au cabinet de la ministre de l'économie à l'époque et que donc je fréquentais un peu les gens qui étaient autour de Novelli, et notamment quand il a décidé de faire le statut de l'auto-entrepreneur. J'ai vu comment ça a été fait. Le statut de l'auto-entrepreneur, on peut le critiquer pour 1000 raisons, mais il y a quelque chose de très clair, c'est que c'était, en tout cas au début, extrêmement simple. Et que tout le monde pouvait aller devant son ordinateur, s'inscrire et commencer sa micro-activité. Après, on peut dire qu'il y a des exploitations, il n'y a pas d'exploitation, mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, en termes de simplification, c'était très puissant. Et c'est devenu, parce que c'était simple, un phénomène de société. Et comment il a réussi à faire quelque chose de simple? En fait, en y consacrant une énergie politique énorme. C'est-à-dire qu'on aurait donné ce sujet à n'importe quel autre secrétaire d'État, il se serait fait envahir par tous les corps intermédiaires, les lobbies, etc., qui auraient expliqué que oui, mais pas le week-end, oui, mais pas au-dessus de tel seuil dans certaines conditions, et pas le soir, et pas si on a un autre métier à côté, tel métier, et pas les fonctionnaires, et pas ceci, cela. Donc il y aurait plein d'exceptions partout, donc ça aurait été un statut connu de quelques gens un peu spécialisés dans le droit du travail, que certaines personnes auraient adopté pour s'arranger. Et ça n'aura pas eu l'espèce de succès populaire que ça a été, puisque tout le monde connaît, c'est quasiment une génération d'auto-entrepreneurs. Et en fait, pour faire simple, il a fallu qu'ils se battent contre tout le monde. Et mon voisin de bureau, c'était le conseiller de Novelli qui était en charge des affaires d'auto-entrepreneurs, et il recevait toutes les professions réglementées qui venaient taper à sa porte pour se plaindre du projet, et je les entendais hurler dans la pièce d'à côté, alors que moi j'étais censé écrire mes discours au calme. Et il a fallu une volonté politique vraiment très forte, qui lui a probablement d'ailleurs coûté son job, parce qu'il y croyait, pour faire quelque chose de simple, le plus facile et le plus, quelque part, gagnant politiquement, si on veut avoir une carrière et rester au gouvernement, c'est de laisser venir la complexité, parce que ça arrange tout le monde. Et donc, à la fois dans le fond et dans la forme, ce qui nous montre, c'est que l'exercice de simplification, il est difficile, et il est coûteux, mais il est possible. Et donc si je devais tracer à partir de ces trois figures le portrait robot un peu idéal du simplificateur, de l'homo simplificator politique, c'est quelqu'un qui d'abord, dans les principes qu'il revendique, accepte l'incertitude et le risque et explique clairement aux citoyens que c'est la contrepartie de la liberté, qui deuxièmement exerce le pouvoir de manière parcimonieuse et attentive, et qui troisièmement comprend que la simplification, c'est une discipline de tous les instants.